Le bison intelligent. Il était une fois, dans un petit village, vivait un fermier qui s'appelait Edgar. Il vivait dans une petite maison et possédait un petit lopin de terre. Edgar avait un bison qui s'appelait Bounty. C'était un prénom peu commun, mais il y avait une raison à cela. Vois-tu, Edgar était un homme très pauvre avant qu'il ne trouve ce bison. Bounty travaillait vraiment dur pour cet humain. Étant le seul bison, il labourait les champs nuit et jour et aidait Edgar avec tout un tas de travaux. Edgar commença alors à faire pousser plein de céréales dans son champ. Edgar gagna beaucoup de respect dans le voisinage. Étant donné l'abondance reçue en retour du travail, il nomma son bison bien-aimé Bounty. Bounty était un bison spécial. Il était intelligent et plein de vie. Edgar savait que Bounty était un animal à l'esprit libéré. Il se promenait souvent quand il n'y avait plus de travail à faire et revenait le soir à la maison. Au bout d'un moment, Edgar acheta un autre bison. Il adorait Bounty du fond du cœur, mais il avait réalisé que la masse de travail était trop importante et devait être répartie. Edgar ne voulait pas épuiser son animal. Un jour, tandis qu'il labourait le champ, Bounty s'assit à mi-parcours et se mit à respirer très fort. Oh, Bounty! Edgar ramena ses deux bisons à la maison. Cette nuit-là, Edgar ne dormit pas du tout. Il savait qu'il était temps de se séparer de Bounty. Le lendemain, il emmena Bounty à la forêt et retira sa cloche de son collier. Bounty secoua la tête avec bonheur. Bounty, tu es un bon bison, tu sais. Je ne pourrai jamais rembourser ma dette envers toi. Tu n'as plus à travailler maintenant. Tu es libre. Tu me manqueras beaucoup, mon ami. Allez, pars explorer le monde maintenant. Bouh. Ne me fais pas pleurer maintenant. Tu peux revenir à la maison quand tu veux. Tu connais le chemin. Mouah. Bounty était triste de quitter son ami humain, mais il était aussi excité de voir ce qu'il avait devant lui. Il marcha joyeusement, profitant de la brise fraîche. Il se balada dans la forêt sans crainte. Il but de l'eau dans les petites rivières et mangea de l'herbe en chemin. Très vite, le soleil descendit. Il commença à faire noir. Bounty chercha un endroit sûr pour pouvoir se reposer, et il en trouva un rapidement. Cette grotte est juste à côté de la mare. Mais là, cet endroit est énorme. Il y fait assez chaud aussi. C'est parfait pour moi. Oh, dis donc, qu'est-ce que je suis fatigué. Avec tout ce que j'ai marché, je vais finir mince comme une girafe. Bounty commença à vivre dans sa grotte. Il buvait de l'eau à la mare, broutait dans les environs et dormait paisiblement à l'intérieur. Les jours passèrent et Bounty commença à adorer sa vie dans la forêt. Mais en ayant toujours été un bison domestiqué, Bounty était un animal simple et innocent. Il n'était pas conscient que la forêt était habitée par beaucoup d'animaux et que tous n'étaient pas aussi innocents que lui. Tandis que Bounty continuait sa nouvelle vie, quelqu'un surveillait de très près le bison. Timmy le renard. Chaque jour, quand Bounty quittait sa grotte pour aller faire un tour, Timmy le suivait partout sur la pointe des pieds. Bounty était si occupé avec ses activités de tous les jours qu'il ne remarquait jamais la présence de Timmy. Ce bison est plutôt courageux de se promener dans la forêt tout seul. Enfin, soit il est très courageux, soit très stupide. Sait-il seulement à qui appartient la grotte dans laquelle il vit? On va s'amuser un peu. Salut, toi!
Tu es nouveau par ici, non? Je viens brouter ici tous les jours maintenant. Je ne dirais pas que je suis un petit nouveau. Oh, tu es un drôle de petit animal. Un renard qui appelle un bison petit, ça c'est petit en effet. Comment oses-tu te moquer de moi? Je suis le roi de la forêt. C'est dans ma grotte que tu habites. Tous les animaux sont à ma merci ici. Si tu veux vivre, tu vas devoir te prosterner devant moi. Tu as raison. Je suis nouveau ici, mais ça ne veut pas dire que je suis stupide au point de croire tout ce que tu dis. Écoute, le renard. Je sais que tu n'es pas le roi de la forêt. En fait, je crois même que tu ne sais pas à quel point cette forêt est immense. Je te suggère de ne pas me faire perdre mon temps. Timmy était mauvais à l'intérieur. Il trembla de colère et jura qu'un jour, il se vengerait de cette insulte. Bounty, de son côté, réalisa qu'il allait devoir être plus prudent dorénavant. Ce renard rusé sait où je vis. Cela signifie donc qu'il m'espionne? Je n'avais pas pensé à ça avant. Mais cette grotte doit appartenir à quelqu'un. Qu'est-ce que je vais faire quand le propriétaire de la grotte va revenir? Je vais devoir faire plus attention dans ce coin. Cette nuit-là, la lune brilla fort dans le ciel. Bounty était allongé dans la grotte quand il entendit quelque chose. Il regarda à travers un petit trou et vit une ombre étrange dehors. Il pensa d'abord que le renard était revenu pour lui chercher des noises. Mais quand la forme se rapprocha très près, Bounty trembla de peur. C'était le propriétaire, un tigre. Oh non! Bien sûr que cette grotte appartient à un tigre. Je fais quoi maintenant? Il va me dévorer. Le tigre se rapprocha encore et Bounty trembla encore plus. Attends, réfléchis, voyons. Calme-toi. Je peux le voir, mais lui ne peut pas me voir. J'ai un vrai avantage. Le voilà enfin. Mais ça ne va pas ou quoi? Il va nous entendre. Oh oui, c'est vrai, désolé, mais regarde comme il a l'air délicieux. Je ne t'avais pas dit que celui qui vivait ici était assez gros pour qu'on puisse le manger à deux? Exact, et tu avais raison. On a trouvé notre repas de ce soir. Absolument. C'était maintenant au tour du tigre de trembler de tous ses membres. Hein? Qui sont ces animaux? Pourquoi s'est-il arrêté? C'est trop long d'attendre, et j'ai trop faim. Pourquoi on ne sortirait pas plus tôt pour l'attaquer? Il ne peut pas se battre contre nous deux à la fois. L'astuce a marché. Sans y réfléchir à deux fois, le tigre bondit vers la forêt. Bounty était soulagé. Il venait de comprendre l'importance de garder son calme en toutes circonstances. Le lendemain, tandis que Timmy flânait dans la forêt, il croisa le tigre. Oh, tu m'as fait peur. Peur? Attends, c'est moi qui t'ai fait peur? Mais tu es le tigre. Oui, je sais. Je suis le plus gros chat de la jungle. Mais tu as tort si tu penses qu'il n'y a pas d'animaux plus gros et plus flippants que moi ici. J'en ai croisé 2 hier soir. Ils ont pris d'assaut ma grotte. Je vais devoir trouver une nouvelle tanière. Attends, quoi? Celui qui vit dans ta grotte est plus gros et plus effrayant que toi? Tu plaisantes, voyons. C'est juste un bison. Et pourquoi tu dis 2? Il n'y a qu'un seul bison qui vit là-bas. Tu crois que je me ridiculiserais à fuir juste un seul bison? Je te dis qu'il y a 2 créatures énormes là-dedans. Créatures? Oui,
Je ne sais pas vraiment qui ou ce qu'ils sont. Je ne suis pas entré dans la grotte. J'ai juste entendu leur voix. Ils s'apprêtaient à m'attaquer. Je me suis enfui juste à temps. Pauvre tigre! Il t'a bien eu. Il n'y a pas de créature là-bas. C'est juste un bison. Je garde un œil sur lui depuis qu'il s'est installé dans cette forêt. Tais-toi, le renard. Comment oses-tu m'insulter? Tu crois que je suis assez stupide pour confondre un bison avec un animal effrayant? Je peux te le prouver. Tu n'es pas sa proie. C'est lui ta proie. Faisons une chose. Je vais venir avec toi. On entrera dans la grotte et je t'aiderai à capturer celui qui se trouve dedans. Je voulais de toute façon rétablir les choses avec ce bison arrogant. Mais, en échange de ta grotte regagnée, je veux que tu me promettes de ne jamais m'attaquer. Tu dis la vérité? Mais attends, comment savoir si tu ne vas pas me laisser tomber et t'enfuir? Je sais. Attachons-nous à une corde. Une extrémité autour de ta taille, l'autre autour de la mienne. De cette façon, tu pourras me tirer en arrière si j'essaie de m'enfuir. D'accord? Le tigre accepta. Ils s'attachèrent tous les deux avec la corde et commencèrent à marcher vers la grotte. Le renard était content. Il avait trouvé le moyen de faire d'une pierre deux coups, donner une leçon à Bounty et gagner la confiance du tigre. À l'approche de la grotte, Bounty les vit arriver. Dès qu'il aperçut le renard, il comprit ce qu'il se passait. Il se croit intelligent? Maintenant, laisse-moi gérer, d'accord? Entre dans la grotte seulement quand je te le dirai. Stupide renard! Je t'ai demandé de m'apporter 2 tigres, et tu ne m'en apportes qu'un seul? Hein? Quoi? Ah, on n'a rien mangé depuis hier soir, et maintenant tu veux qu'on se partage un seul tigre? Ah, tu travailles pour eux. Non, 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 c'est faux, voyons. Ah, tu n'es qu'un pont à rien. Bref, amène-le quand même par ici. Non! Le tigre bondit pour sauver sa vie. Il avait si peur qu'il en oublia que Timmy était attaché à lui par l'autre bout de la corde. Au, 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 au. Ça fait mal. Une bonne leçon pour ce renard. Et moi aussi, j'ai appris une leçon aujourd'hui. Si je n'avais pas su garder mon calme, je n'aurais pas été capable de chasser ces deux-là. Peu importe la difficulté de la situation, on doit toujours garder son calme. Bounty avait raison. Il avait réussi à trouver une solution seulement parce qu'il avait gardé son calme dans une situation difficile. Quant au renard... Au, 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 non! Il a sûrement appris sa leçon lui aussi. La tortue et le vautour. Il était une fois un étang au fond de la jungle. C'était la maison d'une tortue, dont le seul rêve était de pouvoir voler. Elle pensait tout le temps à un moyen de réaliser son rêve. C'était une belle jungle avec tant d'oiseaux différents volant dans le ciel. Ils passaient leur temps à voler et ne descendaient seulement quand ils avaient soif. La tortue les regardait avec envie, en rêvant elle aussi de voler. Oh, regardez comme ces oiseaux sont beaux! Comme ils sont heureux de regarder le monde entier de là-haut! Ils sont si près des nuages. Ils peuvent jouer avec eux lorsqu'ils le veulent. J'aimerais pouvoir voler. La tortue était de plus en plus agitée. Elle voulait désespérément planer là-haut. Chaque jour qui passait, son rêve de voler grandissait. Puis une fois, elle eut une idée. Elle se précipita vers le vautour et lui parla de son plan.
Le vautour était assis à côté sur un arbre. Vautour, mon ami. Bonjour, Tortue. Quelle joie de vous voir. Dites-moi, pourquoi avez-vous quitté votre étang aujourd'hui? Mon ami, vous êtes le plus fort de toute la jungle. Vous pouvez voler dans le ciel au-dessus de tous les autres. Vous avez raison. Mais je me demande pourquoi vous êtes si gentil avec moi. Et pourquoi parlez-vous de voler? Les tortues ne peuvent pas voler. Que voulez-vous de moi? Eh bien, j'ai un souhait. Et vous êtes le seul à pouvoir m'aider à le réaliser. Je vois. D'accord, dites-moi ce que vous souhaitez et je ferai de mon mieux pour vous aider à l'accomplir. Je souhaite voler dans le ciel et regarder le monde entier en dessous de moi. Mais comment est-ce possible? Nous avons besoin d'elle pour voler. Et si vous ne l'aviez pas remarqué, vous n'en avez pas. C'est pourquoi j'ai besoin de vous. Vous me porterez là-haut dans vos griffes et ensuite vous les ouvrirez. Ainsi, je serai capable de voler et de voir le monde entier. Mais vous savez, ça peut être très dangereux pour vous. Ne vous en faites pas, rien ne m'arrivera. Alors, qu'en dites-vous? M'aiderez-vous, ami vautour, s'il vous plaît? Très bien. À votre guise. Pour accomplir son souhait, le vautour attrapa la tortue entre ses griffes et s'envola. Il monta haut dans le ciel. Ainsi, le souhait de la tortue de voler devint réalité. Regardez ça. Le monde est si beau vu d'ici. Je peux presque toucher ces nuages. Continuons comme ça encore un petit moment et vous pourrez ouvrir vos griffes. Et je volerai comme vous. Écoutez-moi, vous êtes une tortue. Vous ne pouvez pas voler. Ce n'est pas possible. Vous vous inquiétez beaucoup trop. Ouvrez juste vos griffes et regardez-moi voler. Tout ira bien. Vous verrez par vous-même. Le vautour tenta de lui expliquer, mais la tortue n'écoutait pas. Finalement, le vautour ouvrit ses griffes en plein ciel et la tortue commença à tomber. Waouh! Je peux voler aussi! C'est le plus beau jour de ma vie! Oh non! Je ne vole pas! Je tombe! Aidez-moi! Vautour! Aidez-moi! Attrapez-moi vite, s'il vous plaît! La tortue était dans le ciel grâce au vautour, mais sans elle, comment pouvait-elle voler? Elle tomba par terre dans un buisson. Oh, j'ai tellement mal! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tellement stupide! Le vautour a essayé de me prévenir, mais je ne l'ai pas écouté. J'ai de la chance d'avoir cette carapace sur mon dos. Sans celle-ci, cela aurait pu être le dernier jour de ma vie. La tortue finit par comprendre son erreur. Elle se rendit compte qu'elle était différente et qu'elle devait être heureuse avec ce qu'elle avait. Et y vécut heureuse pour toujours. Donc, vous avez vu comment la tortue a payé pour son erreur? Mais est-ce que cela signifie que nous ne devons pas avoir de rêve, Madame la Fée? Bien sûr que vous devez en avoir. Vous pouvez avoir autant de rêves que vous voulez. Mais choisissez toujours le rêve que vous voulez suivre. Et choisissez judicieusement. Nous ne devons pas nous comparer et essayer de suivre ce que les autres font. Nous sommes tous différents et cela nous rend très spécial. Nous devrions simplement être heureux avec ce que nous avons. Le singe et le crocodile. Il était une fois, au milieu d'une forêt dense, une rivière puissante. Dans cette rivière vivait un vieux crocodile. Il n'était plus capable de chasser parce qu'il était devenu faible et mal en point. Un jour qu'il était affamé, il pensa en lui-même. « Il m'est vraiment trop difficile d'aller chasser sur la terre ferme. Je vais essayer d'attraper des poissons dans la rivière, j'ai tellement faim. » Quand il essaya d'attraper un poisson, le poisson lui glissa entre les mains.
Épuisé et découragé, il décida de se reposer un peu sous un arbre sur les berges de la rivière. Un singe était assis sur une branche de cet arbre et mangeait des baies. Le crocodile vit le singe et lui demanda « Ohé, cher petit singe, que manges-tu, dis-moi? Pourrais-tu m'en donner un peu, s'il te plaît? J'ai vraiment très très faim, tu sais. » Ce sont des baies. Elles sont très douces et sucrées. Allez, mange donc un peu. Oh, oh oui, elles sont vraiment très douces et sucrées. Merci, mon sauveur. J'avais vraiment très faim et tu m'as aidé. Merci beaucoup. Tu es très gentil. Je serais tellement reconnaissant d'avoir un véritable ami comme toi. Oui, pourquoi pas? Nous sommes de vrais amis maintenant. Je vis dans cet arbre ici même. Quand tu auras faim à nouveau, tu pourras toujours venir ici et je te donnerai les meilleures baies que je pourrai trouver. Ainsi, tous les jours, le crocodile se rendait à l'arbre et le singe lui offrait des baies. Ils s'amusaient bien tous les deux. Ils étaient même devenus de très bons amis. Parfois, le crocodile venait jouer près de l'arbre et le singe venait s'asseoir sur le dos du crocodile pour faire un tour dans la rivière. Écoute-moi, mon ami, j'aimerais donner quelques-unes de ces baies à ma femme. Pourrais-tu m'en donner un peu plus, s'il te plaît? J'aimerais les ramener à la maison. Bien sûr, je vais les cueillir tout de suite. Allons-y. Avec joie, le singe alla cueillir des baies pour les donner au crocodile. Et le crocodile les apporta à sa femme, qui était restée de l'autre côté de la rivière. Regarde, ma chérie, regarde tout ce que je t'apporte. Des baies sucrées. C'est mon ami le singe qui nous les offre à tous les deux. Oh, wow! Ces baies sont vraiment très douces. Mais mon cher mari, jusqu'à quand pourras-tu survivre en ne mangeant que des baies, dis-moi? Réfléchis donc un peu. Si ce singe mange de ces baies si douces tous les jours, il doit lui-même être très doux. Qu'en penses-tu? Je pense que j'ai raison, non? Oh oui, il est très gentil. Il en mange et il m'en donne plein à moi aussi. En fait, j'étais plus en train de penser à quel point son cœur pouvait être tendre. Et comme je n'ai plus mangé de viande depuis bien longtemps, pourrais-tu m'avoir son cœur, chérie? En entendant cela, le crocodile se mit à réfléchir sérieusement et dit à sa femme: « Oh, comment pourrais-je lui faire ça? Le singe est mon ami. Je ne peux pas trahir sa confiance. Si je te donne son cœur, il va mourir, c'est sûr. Il m'a nourri quand moi j'avais faim. Et maintenant, tu voudrais que je le tue, c'est ça? Je ne veux plus rien entendre. Je veux juste le cœur de ce petit singe, c'est tout. Va le prendre pour moi. Sinon, eh bien, j'irai le tuer moi-même. En écoutant sa femme, le crocodile se sentit désemparé. Avec une profonde tristesse, il alla voir le singe et tenta de le convaincre de l'accompagner jusqu'à sa maison pour rencontrer sa femme. « cher petit singe, ma femme est tellement contente avec tes baies qu'elle voudrait t'inviter à la maison pour le déjeuner. Viens, allons chez moi si tu veux bien et prenons le déjeuner ensemble. » Comme c'est gentil de sa part, allons-y. Le singe accepta de partir avec le crocodile. Alors ils s'en allèrent. Ils étaient tout joyeux. Sur le chemin, le singe questionna le crocodile. « Mon ami, qu'est-ce que ta femme va nous cuisiner de bon? » « Tu adores les bananes, n'est-ce pas? Elle va préparer un gâteau à la banane et des cookies délicieux, spécialement pour toi. » Merveilleux! On dirait bien que ça va être un festin aujourd'hui. Je me régale d'avance. En voyant le bonheur de son ami, le crocodile pensa qu'il devrait faire part au singe des vraies intentions de sa femme. « Pauvre
petit singe. Il rêve d'un festin délicieux. Et pourtant, il ignore que ma femme veut manger son propre cœur pour le déjeuner. Que dois-je faire? Lui dire la vérité? Oh, cher petit singe, j'ai quelque chose à te dire, écoute-moi bien. Ma femme veut manger ton cœur. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Elle dit que si elle ne peut pas manger ton cœur dans moins d'une semaine, elle va mourir. Dès qu'il entendit ce que le crocodile avait à dire, il pensa instantanément à une idée. Le singe était très intelligent. Oh, je vois. Oui, pourquoi pas? Mon ami, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Tu sais, nous les singes, nous gardons toujours nos cœurs cachés dans un arbre. Maintenant, nous devons donc retourner à l'arbre pour chercher mon cœur. Tu peux me ramener à l'arbre? Oh, 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 quel imbécile je suis. Maintenant, on va devoir refaire tout le chemin inverse. Ok, retournons chercher ton cœur. Si on revient les mains vides, elle mangera mon cœur à la place, j'en suis vraiment certain. Le crocodile ramena le singe à son arbre. Aussitôt que le singe atteignit l'arbre, il sauta du dos du crocodile et grimpa tout en haut de l'arbre en disant: Toi, le stupide crocodile, penses-tu vraiment que quelqu'un peut avoir un cœur à l'extérieur du corps et rester vivant? Je t'ai aidé comme un ami et je t'ai donné beaucoup à manger. Et voilà ce que tu me fais, toi, en retour. Tu es un traître, va-t'en. Tu ne pourras avoir ni mon cœur ni mes baies, va-t'en. Le singe avait utilisé son intelligence et sa réflexion pour sauver sa vie. Tandis que le crocodile, à cause de sa stupidité, avait perdu à la fois son ami et les baies sucrées dont il se nourrissait. Alors, les enfants, l'histoire vous a plu? Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire quelle est la morale de cette histoire? En fait, c'est... même moi, je sais pas. D'accord, les enfants. Donc, la morale de cette histoire, c'est que lorsque nous sommes face à un danger ou à des obstacles, il ne faut pas avoir peur. Au lieu de ça, nous devons agir intelligemment, comme l'a fait le petit singe. Et dans n'importe quelle situation, nous ne devons jamais trahir la confiance de qui que ce soit, vous comprenez? Autrement, nous risquerions de tout perdre, comme le crocodile. La fourmi et la sauterelle. Oh, le soleil, la brise et l'herbe. Comment faire pour ne pas en profiter? L'été est là, avec son herbe et ses fruits et encore plus d'herbe. Voici Ragou. Ragou est une sauterelle qui aime chanter et jouer et ne rien faire d'autre que se reposer. Il adore l'été et l'herbe verte. Ragou est une joyeuse sauterelle. Oh, que j'aime l'été! L'odeur fraîche de l'herbe, les fruits qui marchent. Attendez, quoi? Pourquoi est-ce qu'un fruit marche? Ragou avait peur. Il alla prudemment vers ce fruit sur pattes. Fruit? Dis-moi, qui es-tu? Un fantôme? Magique? Le fruit continua d'avancer vers Ragou, glissant doucement sur le sol vert. Puis, tout à coup... À l'aide! À l'aide! Le fruit avance vers moi. Aidez-moi! Le fruit m'attaque! Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ragou écouta attentivement et entendit des voix rire. Et voilà ce qu'il y avait. Une douzaine de fourmis juste sous le fruit. À l'aide! À l'aide! Oh, le fruit m'attaque! Ah! Est-ce que tu as peur des fruits, Ragou? Ouh!
Eh bien, en fait, je n'avais pas peur. Vous ne savez pas? Je suis une sauterelle. En fait, je suis censé courir et sauter. Oh oui, monsieur Ragout. Est-ce que tu es vraiment sûr que le fruit ne t'a pas fait peur? Oh, s'il vous plaît, sauter c'est mon travail, stupide fourmi. Tout comme votre travail consiste à soulever un seul fruit à 12. Je suis grand et puissant, je n'ai besoin de l'aide de personne pour porter un fruit. Est-ce que vous, les petits, avez besoin d'aide pour finir le fruit? Très amusant, Ragout. Mais nous ne portons pas ce fruit pour le manger. Nous le collectons. Regarde là-bas. Et ils en collectaient beaucoup. Pendant que la fourmi soulignait cela, Ragout vit plus d'une dizaine de fourmis marchant en ligne vers un grand trou dans le sol. Elles portaient des tomates, des baies, du maïs et aussi de jeunes carottes. Chaque fourmi déposait de la nourriture dans le trou et retournait aider les autres. Les lignes de nourriture étaient infinies. Ragout était maintenant curieux. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous jetez la nourriture dans le sol? Est-ce que les fruits sont moisis? Oh non, pas du tout. Nous faisons une réserve de nourriture. Bientôt, l'été aura disparu et l'hiver sera à nos portes. Les fruits et les feuilles auront disparu. Nous devons nous préparer à cela. Sinon, nous mourrons de faim. Ragout, tu dois aussi stocker de la nourriture. Tous ces fruits et cette herbe verte vont bientôt disparaître. Oh, vous êtes tous si minuscules. C'est pour ça que vous avez besoin de toute une saison pour collecter et stocker de la nourriture. Je le ferai dans quelques jours. Jusque-là, je vais profiter de la brise et me reposer près de la rivière. Les fourmis savaient que Ragout faisait une erreur. Mais elles savaient aussi que Ragout ne les écouterait pas. Elles lui souhaitèrent bonne chance et se remirent au travail. Quelle bande de créatures stupides! Elle manque la saison! L'hiver n'arrête pas le monde! Nous ne mourrons pas! Il y aura certainement quelque chose à manger. Pourquoi s'inquiéter du lendemain? Ragout ne prêta aucune attention aux conseils des fourmis. Il sautait et ne faisait rien de la journée et mâchait de l'herbe fraîche. Il se reposait sur la rivière et sifflait sans inquiétude. Les semaines passèrent et Ragout devint plus gras. Un jour, pendant qu'il était allongé sur une épaisse couche d'herbe, il vit une longue lignée de fourmis transportant des brindilles et des feuilles. Qu'est-ce que c'est? Qu'allez-vous faire de ces feuilles et de ces brindilles? Eh bien, tu sais, nous les prenons pour passer un hiver confortable. Tu devrais aussi en collecter, Ragout. L'hiver sera très très froid. Les hivers sont toujours froids, bande d'idiots! Vous êtes tellement nombreux, c'est pour ça que vous devez travailler si dur. Je suis juste moi, je trouverai sûrement quelque chose, voyons. La fourmi savait que Ragout ne l'écouterait pas. Elle se retourna pour partir, quand soudain... Ah! Aïe! Ma jambe! Oh! Que s'est-il passé? Tu vas bien? Oh! J'ai mal à la jambe! Je ne peux plus marcher maintenant. Oh! Viens! Nous allons rentrer à la maison. Non! La maison est loin désormais. Et vous devez transporter les brindilles, tu sais. Pas de problème! Tu peux t'asseoir sur mon dos et je t'emmènerai jusqu'à chez toi. Oh! Vraiment? Tu ferais ça pour moi? Pourquoi pas? Allez, monte! Ragout s'envola avec la fourmi sur son dos. La fourmi ne s'était jamais sentie si heureuse. Elle vit les terres vertes, les cascades et les rivières. Elle sentit la brise sur son visage. Lorsqu'ils arrivèrent jusqu'à la maison, Ragout vit au moins une centaine de fourmis portant des feuilles et les jetant dans un grand trou. Ragout était surpris. Il se posa et la bébé fourmi glissa sur le bas de son dos. Mouah! Merci, monsieur Ragout. D'accord, bébé fourmi. J'espère que tu as apprécié la promenade. Tu peux y aller. Prends soin de ta jambe surtout. Bonjour, Ragout. As-tu commencé ta collecte de nourriture et de feuilles? Où habiterais-tu pendant l'hiver?
Oh, je suis grand et puissant. Je trouverai quelque chose lorsque l'hiver viendra. Pourquoi s'inquiéter du lendemain? Les jours passèrent et l'été était prêt à partir. Les arbres commencèrent à perdre leurs feuilles et l'herbe commençait à changer de couleur. Et Ragou devenait de plus en plus gros. Il se reposait sur l'eau, sur une feuille sèche, regardant le ciel lumineux, mangeant le peu de feuilles vertes qu'il restait. Je ne vois plus de fourmis en ce moment. Peut-être qu'elles ont finalement suivi mes conseils et ont décidé de profiter de la saison. Qu'en reste-t-il d'ailleurs? Elles ont loupé beaucoup de choses. Puis l'hiver arriva. La neige avait recouvert tout le sol. L'herbe verte et les fruits mûrs avaient disparu. Ragou chercha et chercha une simple feuille verte, mais ne pouvait en trouver aucune. Il chercha un endroit chaud, mais il n'y avait que des couches et des couches de neige qui ensevelissaient le sol. Les semaines passèrent et Ragou devenait de plus en plus maigre et faible chaque jour. Il n'avait ni abri ni nourriture. Puis, il se rappela que les fourmis avaient pris beaucoup de nourriture et de brindilles sous terre. Il trouva l'endroit et frappa à la porte. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre, s'il vous plaît? Qui est-ce? Oh, Ragou? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il fait froid dehors. J'ai faim. Avez-vous un abri et de la nourriture pour moi? Oh, mais tu sais que les hivers sont toujours froids, idiot. N'es-tu pas celui qui avait ri de moi une fois et qui avait dit ça? Tu étais celui qui disait tout le temps « Pourquoi s'inquiéter du lendemain ?» Qu'est-il arrivé maintenant? Je comprends mon erreur. J'aurais dû me préparer pour l'hiver. S'il vous plaît, donnez-moi de la nourriture. En entendant tout ce vacarme, la reine et les autres fourmis sortirent du trou. Nous avons tous notre part de nourriture. Même si nous te donnons à manger, tu ne peux pas venir ici et rester vivre. Cet endroit n'est pas assez grand. Mais enfin... Oh, que t'est-il arrivé? Ragou s'effondra sur le sol avec un bruit sourd. Oh non, nous devons le sauver. Il va mourir de faim. Après tout, il m'avait aidé une fois lorsque je m'étais blessée à la jambe. La fourmi raconta l'accident à la reine. Elle lui expliqua comment Ragou l'avait aidée quand elle était bébé. Ramenez quelques feuilles et enveloppez-le. Construisons rapidement une petite maison pour lui avec les brindilles que nous avons. Ça le gardera au chaud. Nous avons assez de nourriture. Nous pouvons la partager. Les fourmis enveloppèrent Ragou dans quelques feuilles pour le garder au chaud. Elles construisirent brillamment une maison de brindilles et transportèrent Ragou à l'intérieur. Elles le nourrirent d'une soupe chaude et de quelques fruits. Peu après, Ragou était de nouveau sur ses pattes. Merci, Votre Altesse. Merci de m'avoir sauvé. Je vous dois la vie. Écoute-moi, tu es un très bon insecte, Ragou. Vous avez aidé un membre de notre groupe. Nous vous aiderons pour cet hiver. Mais n'oubliez pas, il faut toujours se préparer pour l'avenir. Je le sais maintenant, Votre Altesse. Il ne faut pas s'inquiéter, mais toujours être préparé pour le lendemain. Ne jamais être paresseux. Le vilain petit canard. C'était une belle après-midi d'été. Maman canard avait trouvé un joli endroit sous un arbre, près de la mare, pour y pondre ses œufs. Elle pondit 5 œufs. Soudain, elle remarqua que l'un des œufs était différent des autres œufs. Elle s'inquiéta un peu. Elle attendit alors leur éclosion. Un beau matin, enfin, les œufs commencèrent à se craqueler l'un après l'autre. Disait-il, tous les œufs donnèrent des naissances et les petits canards sortirent leurs petites têtes dans notre vaste monde. Tous se brisèrent, sauf un. Oh, que mes bébés sont mignons! Quelle maman chanceuse je suis! Mais que se passe-t-il avec le 5e? Maman canard était inquiète.
Dis donc, ce dernier œuf prend vraiment beaucoup de temps. Elle s'assit sur l'œuf et lui donna toute la chaleur qu'elle pouvait donner. Celui-ci sera le plus beau des petits canards, vu qu'il prend tant de temps à éclore. Un beau matin, quand l'œuf s'ouvrit enfin, un affreux petit canard tout gris en sortit. Cet affreux petit canard était différent de ses autres frères. Il était très grand et assez vilain. Aucun de mes autres petits canards ne ressemble à ça. Celui-ci est vraiment vilain. La maman canard était surprise et très triste à la fois. La maman espérait qu'un jour, il finirait par ressembler à ses frères et sœurs. Mais les jours passèrent et le petit canard demeura vilain. Tous ses frères et sœurs se moquaient du vilain petit canard et refusaient de jouer avec lui. Le petit canard était très triste. Tu es vilain! Regarde cette vilaine petite chose sur la terre ferme. Ouais, va-t'en, tu es tellement vilain! On ne jouera pas avec toi, vilain petit monstre. Ils se moquèrent tous de lui. Le vilain petit canard était vraiment triste. Le vilain petit canard alla vers la mare et regarda son reflet dans l'eau. Personne ne m'aime, je suis si vilain. Le petit canard décida de quitter sa famille et d'aller quelque part loin dans les bois. Le petit canard erra tout seul dans la grande forêt. Bientôt, l'hiver arriva. Il y avait de la neige partout. Le petit canard était triste et tremblait de froid. Mais il ne pouvait pas trouver de nourriture pour manger, ni un endroit pour se réchauffer. Il trouva une famille de canards, mais ils le rejetèrent. Tu es un affreux garçon! Qui est ce vilain garçon? Il alla se réfugier dans la maison d'une poule. Mais les poussins l'attaquèrent avec leur bec et il dut s'enfuir. Il croisa un chien en chemin. Quand le chien le vit, il se mit à courir. Le vilain petit canard se dit: « Je suis si vilain que même le chien ne veut pas me manger, c'est triste !» Le vilain petit canard reprit tristement le chemin des bois. Il y rencontra un paysan qui le ramena chez lui auprès de sa femme et de ses enfants. Mais même là-bas, il fut embêté par le chat qui y vivait aussi. Alors il quitta la maison du paysan. Bientôt, le printemps arriva. Tout redevint frais et vert à nouveau. Après une longue marche, il aperçut une rivière. Il était si content de voir à nouveau de l'eau. Il s'approcha de la rivière où il vit un magnifique cygne qui nageait. Il tomba amoureux d'elle. Le petit canard avait honte de lui-même, alors il courba sa tête. En baissant sa tête, il vit son propre reflet dans l'eau et fut très étonné. Il n'était plus du tout vilain. Il était même devenu un très beau jeune cygne. D'un coup, il réalisa pourquoi il était différent de ses frères et sœurs. Il était un cygne, et eux étaient des canards. Il épousa le joli cygne dont il était tombé amoureux, et ils vécurent heureux pour toujours. Le cheval et l'âne. Il était une fois, dans une vieille cabane au bord de la rivière, vivait un teinturier avec son cheval et son âne. Oh, quelle longue journée! Je suis si fatigué! De quoi es-tu fatigué? C'est bien moi qui porte tout sur mon dos. Toi, tu ne portes que le maître. Allez, arrête un peu de grogner, va te coucher. Bonne nuit! Mais l'âne disait vrai. Tous les matins, le teinturier allait chercher dans les villages alentours des tas de vêtements à nettoyer qu'il rapportait pour laver. Comme il partait loin, il faisait le chemin sur son cheval, tandis que l'âne portait toute la charge des vêtements à laver.
Le pauvre âne avait vraiment une vie très dure. Monsieur, du linge aujourd'hui? Oh, tu tombes bien. Mon frère est arrivé hier avec sa femme et ses enfants. Il y a vraiment beaucoup de linge à laver. Pas de problème, monsieur. J'aurai tout lavé d'ici demain. Merci. Madame, du linge aujourd'hui? Ah, Henri, mes petits-enfants sont là pour toutes les vacances. Ils jouent toute la journée et ils salissent tous leurs vêtements. Je dois te le dire, il y a vraiment beaucoup de linge à laver. Pas de problème, madame. Je vous assure que tout sera propre d'ici demain. Madame, du linge aujourd'hui? Ah, j'ai fait du ménage hier et mes rideaux auraient bien besoin d'être lavés. Tu peux le faire pour demain, s'il te plaît? Pas de problème, madame. J'aurai tout lavé d'ici demain. Et ainsi, le teinturier continua d'aller de porte en porte, ramassant le linge du jour à nettoyer. On aurait dit que tout le monde avait des invités ou une fête, ou du ménage à faire. Il chargea le tout sur le pauvre petit âne. Oh, le chargement est bien trop lourd aujourd'hui. Je ne sais pas comment équilibrer tout ça sur le dos du pauvre animal. Je vais devoir marcher à côté et surveiller tout ça. Il ne faudrait pas qu'on en perde en chemin. Alors, au lieu de monter sur son cheval, le teinturier marcha avec l'âne. Le pauvre âne avait du mal à avancer. Sa charge était si lourde qu'il avait peur de tomber. Il commença à faire très chaud et le teinturier fatigua. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait chaud! Marcher comme ça, c'est épuisant. Et en plus, un jour comme aujourd'hui, où on a tellement de travail. Mais il faut absolument qu'on se repose un peu. Hé, cheval! Oui, quoi? S'il te plaît, aujourd'hui, mon chargement est si lourd que j'ai l'impression que je vais me casser le dos. S'il te plaît, aide-moi à le porter. Surtout qu'aujourd'hui, le maître ne te monte pas. Alors tu pourrais prendre une partie de mon chargement, n'est-ce pas? Certainement pas. Mon travail, c'est de porter le maître. Et ton travail, c'est de porter le chargement. C'est pas plus difficile que ça. Mon pauvre ami, je suis désolé, mon pote. Je n'aurais pas dû te charger autant. Pourquoi n'en ai-je pas mis un peu sur le cheval aussi? Je suis vraiment désolé. Désolé, mais je suis sûr que tu comprends qu'on doit laisser l'âne se reposer aujourd'hui. C'est ce que je mérite, mon ami. Si je n'avais pas été égoïste tout à l'heure, on aurait pu partager le chargement et je n'aurais dû en porter que la moitié. Mais j'ai été méchant et ça me sert bien de leçon d'avoir à tout porter tout seul maintenant. Donc, vous voyez, c'est toujours mieux de partager les charges avec les autres. C'est-à-dire qu'il faut aider ses amis et travailler ensemble. De cette façon, personne n'est surchargé et le travail peut se faire de manière rapide, sympa et dans la bonne humeur.
L'âne paresseux. Il était une fois un marchand qui vivait dans un petit village. Il vendait plein de produits au marché pour gagner de l'argent. Le marchand avait un âne. Il avait l'habitude de charger des sacs de marchandises sur le dos de l'âne pour les apporter jusqu'au marché et les vendre. Le marchand prenait vraiment bien soin de son âne. Il savait que l'âne était important pour son affaire. L'âne était propre et en bonne santé. On lui donnait bien à manger. Il était jeune et vigoureux. Il pouvait porter sur son dos le poids de beaucoup de sacs à la fois et aller jusqu'au marché. Mais il était aussi très fainéant. L'âne n'aimait pas du tout travailler. Il voulait juste s'asseoir un moment, manger et dormir. Ah, encore au marché. Le maître devrait prendre un jour de congé. J'adore les vacances. Peut-être qu'il n'a pas besoin de se reposer, mais moi, oui. Mais l'âne ne comprenait pas que le marchand ne puisse pas prendre de vacances. Or, si le marchand ne va pas au marché, il ne peut plus gagner d'argent. Et alors, il n'y aura plus de nourriture, même pour l'âne. En fonction de la demande sur le marché, le marchand vendait différentes choses chaque jour. Des légumineuses, des céréales, des légumes, des épices et même des fruits. Il faisait marcher son âne tous les jours depuis le village. Chaque jour, pour atteindre le marché, ensemble, ils devaient traverser une rivière. Le marchand faisait tout spécialement attention à son âne pendant cette traversée. Un jour, un ami dit au marchand qu'il y avait une forte demande de sel au marché. Ah, merci du tuyau, mon ami. Je vais alors bientôt me mettre à vendre du sel. Rapidement, le marchand prépara 12 sacs de sel pour le vendre. Il prit d'abord 6 sacs et les chargea sur le dos de l'âne. Il réalisa alors que les sacs étaient vraiment très lourds. L'âne ne pouvait pas marcher. Oh, le pauvre animal. Ça doit être vraiment trop lourd pour lui. Je vais retirer un sac. Ça devrait aller. Ne voulant pas blesser l'âne, le marchand retira un sac de son dos. Et pourtant, l'âne ne pouvait toujours pas marcher. Le marchand se souciait de son âne, mais il savait aussi qu'il était assez fainéant. Il sortit un bâton et le poussa d'un petit coup. Oh, allez! Ne sois pas si fainéant, veux-tu? Tu t'es assez reposé. Nous devons aller au marché. Ce jour-là, le marchand vendit tous ses sacs de sel au marché. Hey! Mon ami avait raison! La demande en sel est vraiment en hausse maintenant. Alors, le marchand se mit à vendre du sel tous les jours. Il remplissait des sacs et des sacs de sel et les chargeait sur le dos de l'âne. Parfois, l'âne devait porter 5 ou même 6 sacs au marché. Bien que pas content, l'âne était pourtant toujours soulagé en rentrant à la maison. En effet, comme le marchand vendait tous ses sacs de sel, il n'avait plus rien à porter sur le chemin du retour. Quelques jours passèrent. Et un jour, le marchand chargea 6 sacs de sel et partit pour le marché. Comme ils atteignaient la rivière, le marchand remarqua que l'eau montait un peu haut. Marchons très prudemment aujourd'hui. Je ne voudrais pas glisser et tomber dans cette eau agitée. Alors qu'ils avaient traversé la moitié de la rivière, soudain l'âne glissa sur une grosse pierre et tomba dans un bruit sourd. Oh non! Oh! Le marchand parvint à tirer l'âne et à lui faire traverser la rivière. L'âne était effrayé et choqué. Et alors, il sentit quelque chose. Denshu, les sacs sont toujours sur mon dos. Alors pourquoi mon dos semble si léger? Oh, cette rivière doit avoir des pouvoirs magiques. Denshu, Denshu. Ce que l'âne ne savait pas, c'est que la rivière n'avait pas de pouvoir magique.
Quand il est tombé, l'eau de la rivière a dissous tout le sel contenu dans les sacs. C'est la raison pour laquelle l'âne ne sentait rien sur son dos. Il n'y avait plus du tout de sel dans les sacs maintenant. Oh! Tous mes efforts sont fichus. Qu'est-ce que je vais vendre maintenant? Grâce au ciel, mon âne n'est pas blessé. Cela ne sert à rien d'aller au marché maintenant. Autant rentrer à la maison. Comment? Pas de charge sur le dos, ça veut dire pas de travail? Ça, c'est vraiment de la magie. Denshu! Denshu! Ayant ainsi raccourci sa journée, l'âne en profita à sa guise. Il mangea et dormit toute la journée. Qu'il était heureux! Le jour suivant, le marchand chargea de nouveau 6 sacs sur le dos de l'âne et alla avec lui au marché. Oh, hier c'était si agréable. Aujourd'hui, je dois encore retourner travailler. Attendez, mais je peux éviter le travail? Je peux alléger le fardeau sur mon dos et rentrer à la maison, exactement comme hier. La rivière a des pouvoirs magiques. Je suis sûr qu'elle va m'aider à nouveau. N'ayant pas idée des intentions de l'âne, le marchand se mit en route pour le marché. Alors qu'ils atteignaient la rivière, l'âne prit la tête de la marche. Et avant que le marchand ne puisse l'arrêter, l'âne s'affala au même endroit que là où il était tombé. Oh! Que fais-tu, espèce d'idiot? Lève-toi! Mais il était déjà trop tard. Le sel que l'âne portait s'était dissous dans l'eau une nouvelle fois. Il n'y avait plus de fardeau. L'âne était à présent heureux. Voilà! Pas de fardeau, pas de travail. Comment cela est-il arrivé? Attendez une minute. Est-ce que cet âne s'est assis dans l'eau exprès? Oh, mais quel animal feignant! Je prends grand soin de lui. Et voilà comment il me remercie. Je vais le ramener à la maison. Je sais quoi faire maintenant. L'âne pensait avoir trouvé le moyen parfait pour ne pas avoir à travailler. Mais le marchand avait d'autres plans pour lui. Le lendemain matin, le marchand chargea 8 sacs sur le dos de l'âne. Et l'âne ne s'en plaignit même pas. Hein? 8 sacs? Mais pourquoi est-ce que je ne sens pas le poids du fardeau? Hein? Pourquoi m'en soucier après tout? Laissons le maître mettre sur mon dos autant de sacs qu'il veut. De toute façon, je ne vais pas au marché. Denshu! Le marchand marcha avec l'âne en silence vers la rivière. Ah, voilà mon tour de magie. Alors qu'il traversait la rivière, l'âne glissa encore au même endroit et s'assit dans l'eau. Mais aujourd'hui, le marchand n'aida pas l'âne à se relever. Et comme l'âne tentait de se lever, soudain... Oh non! Mon dos! Que se passe-t-il? Pourquoi mon dos pèse-t-il si lourd? Denshu! Le marchand était un homme intelligent. Il savait que l'âne essayerait encore de lui jouer le même tour. Alors cette fois, au lieu de charger du sel sur le dos de l'âne, il chargea du coton. Dès que l'âne s'assit dans l'eau, le coton a absorbé l'eau et il est devenu bien plus lourd. Tu pensais que tu pourrais m'avoir? Maintenant, à toi d'aller jusqu'au marché et de revenir à la maison avec ces 8 sacs. Oh non! Denshu! C'est tellement lourd! Mon dos! L'âne réalisa alors que la rivière n'avait rien de magique tout compte fait. Il porta les 8 lourds sacs de coton jusqu'au marché et rentra enfin à la maison. Depuis ce jour, l'âne n'osa jamais plus s'asseoir dans les eaux de la rivière.